Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Coup de Pelle. Aujourd'hui, nouvel épisode pour parler du mental et de la confiance en soi en aviron. Avec nous, une rameuse qui connaît un parcours fulgurant, Emma Lunati. Salut Emma. Salut. Alors dans cet épisode, on aborde le mental à quelques mois des JO. On va en parler de multiples manières, avec la confiance déjà en aviron, mais aussi avec la rigueur et la charge que c'est. On abordera aussi la nutrition, c'est bien ça Emma ? Oui, tout à fait. Eh bien c'est parti. Allez, bien les pelles qui vont vers l'eau. Attention au départ. Une omelette au cèpe, c'était formidable. Coup de pelle, le podcast du Magaviron. Je les ai au doigt mes ampoules, mais pas dans la paume de main. Allez JC, allez Michel. Et la France va devenir championne olympique. Stop au départ. On relance. Présenté par Thomas Pronguet. Puis après aux Jeux Olympiques, j'avais offert un Pulse. C'est tout bête, mais... Emma, très heureux de partager ce podcast avec toi. On se retrouve chez toi, ici à l'INSEP, à Paris, dans le bois de Vincennes. Merci de m'accueillir dans ce temple du sport. Alors, bon, vous allez peut-être entendre au cours du podcast des bruits un peu sourds. On est au-dessus d'une salle de muscu, c'est ça ? Exactement, on est juste en dessous. On est juste en dessous. Bon, vous verrez, voilà, on est dans le sport, Ici, il y a tout ce qu'il faut pour bien s'entraîner. Bon, un suivi médical, psy, il y a tout, les équipements qu'il faut. Là, on est du côté de la piscine. On va y revenir peut-être, mais première étape avant tout ça, notre présentation. Catégorie Autoportrait. c'est parti. Même pour toute personne, en fait, c'est pas seulement dans le sport. Je pense que être en forme, ça passe par avoir un bon sommeil. On a reconnu Jeanne Roche que vous pouvez réécouter dans nos précédents podcasts. Une première question pour toi, Emma. Peux-tu nous donner ta taille pour qu'on se représente, voilà, en tant qu'auditeur, auditrice, qui tu es à l'image ? Alors je fais 1m77, pas grand, pas petit, on va dire plutôt basique en aviron. Tu choses du combien ? On commence avec des questions un peu bizarres. Un peu bizarre effectivement, je chose du 41. Tu n'es donc pas PL. Quand est-ce que tu es né ? T'es de quelle année ? Je suis de 1998, une belle année quand même. 98, donc tu as 25 ans. Exact. Signe cancer. Exact. Ouais. De quel club tu viens ? Où est-ce que tu as découvert l'aviron ? Je viens de l'aviron grenoblois. Donc moi je suis native de Grenoble. Comment j'ai découvert l'aviron ? Par mon collège. On avait une prof de sport, Madame Boucher, qui était au taquet, qui avait envie que les enfants fassent du sport tout simplement et se défoulent. Donc elle incitait beaucoup les jeunes à aller faire de l'aviron. Et aussi grâce à mes voisins, la famille Duré, Léa et Clément qui ont été en équipe de France également. On va dire que j'étais cernée entre le collège et les voisins, ça a vite été réglé. Mon grand frère a commencé. Après, moi, j'en ai fait un petit peu quand j'étais petite. J'ai arrêté. Et ma sœur s'est mise à l'aviron aussi. Donc, on va dire que les 3 enfants sont passés par l'aviron. Et après, je suis toujours restée licenciée à l'aviron grenoblois. Grenobloise par excellence, on peut dire ? Oui, grenobloise par excellence. Ça reste mon club de cœur et ma petite maison, oui. Alors Grenoble fait très fort cette année, 3 rameurs dont toi, une rameuse qualifiée pour Paris 2024, dont 2 sont encore en lice. Qu'est-ce qui fait que le club a autant de rameurs olympiques selon toi ? J'ai commencé l'aviron réellement, on va dire, en avril 2016. Le club, clairement, c'est une famille qui est complètement dingue. Moi, je suis arrivée dans un système où on a aligné un 8 femmes. Dans ce 8 femmes, je ramais depuis 4 mois. Il y avait 5 filles sur 8 qui étaient en équipe de France. Donc autant dire, c'était vraiment une émulation de dingue. On pouvait aligner 2 8 femmes, un 8 hommes. On était, on va dire, une trentaine de seniors à se tirer la bourre tous les jours, à se souder à l'entraînement, à bien rigoler aussi en dehors. C'était très important. C'était vraiment la petite famille où on s'entraîne à fond. On arrive à faire les fous aussi en dehors de l'entraînement, à décompresser. Et ouais, l'aviron grenoblois, c'est... pas forcément une usine, justement, parce que c'est tellement familial que je peux pas parler d'usine. Mais c'est quelque chose qui nous porte vers le haut. Et oui, on est pas mal de qualifiés cette année. Déjà à Tokyo, le compte était bon. Donc là, j'espère qu'il va continuer d'augmenter avec les 2 personnes encore lices, bien évidemment. Mais on va dire que le club, c'est surtout une grande famille. Quand on a le collectif, c'est sûr que c'est cool, et surtout quand on entretient la flamme, quand on se tire la bourre, etc. Tu commences l'aviron en 2016, tu intègres l'équipe de France en 2018. Aujourd'hui, tu es médaillé d'argent à la Coupe du Monde de Zagreb en 2021. Tu as participé au JO de Tokyo dans le 4 de couple. Là, depuis 2022, tu es sur le projet du double. Tu réussis à te qualifier pour les Jeux cette année avec Margot Bayeul. C'est ta 2e Olympiade, du coup. Un parcours sans faute pour l'instant ?
Sans faute, je sais pas. Les résultats, oui, sont plutôt bons. Après, on peut toujours faire mieux, hein. Les sportifs sont très souvent insatisfaits et c'est souvent mon cas. Quand je regarde dans la globalité, oui, depuis 2016, c'est quand même un beau chemin de parcouru. Je regrette rien. J'ai toujours envie de mieux, ça c'est sûr. J'ai été beaucoup entourée, bien aidée, très soutenue. Et ça, c'est très important. Sans ça, j'y serais jamais arrivée. Et oui, aujourd'hui, je suis très très heureuse et j'espère que les mois à venir seront encore meilleurs. Justement, pour préparer ces mois à venir, pour préparer l'échéance ultime, on va dire, de l'année, comment ça se passe là, cette saison ? Y a Casaubon qui approche, mais raconte-moi un petit peu. J'essaye de la prendre comme une année comme les autres, on va dire, tout simplement. L'idée, c'est de pas non plus mettre une pression monstre pour qu'on tienne aussi bien physiquement que mentalement. C'est une pression qui est assez importante, c'est des jeux à la maison. Le fait que je précise à la maison, c'est qu'il y a beaucoup de monde autour de nous, on est beaucoup plus sollicité au niveau des médias. Et pour moi, c'est une chance de me dire qu'en juillet, j'aurai ma famille autour de moi dans les gradins et que j'ai qu'une envie, c'est qu'ils soient fiers de moi. Je sais que peu importe le résultat, ça sera le cas. Mais aussi une façon de les remercier, que ma famille, mes amis, toutes les personnes qui ont été derrière moi en fait depuis 2016, qu'ils soient fiers. Et c'est aussi une façon de rendre l'appareil. Donc comment on prépare cette année ? J'ai envie de dire en ayant de faire le mieux possible, en étant ultra rigoureuse, ultra concentrée, très en confiance, en communiquant beaucoup quand ça va, mais aussi quand ça va pas. Essayer juste d'être le plus parfaite possible. On ne l'est pas à 100%, c'est impossible, mais essayer de s'approcher de la perfection tous les jours avec nos coups de mou, mais essayer justement de se donner à 100% pour que le jour où c'est la clôture des JO pour moi, je n'ai absolument rien à regretter sur cette année. Alors en termes sportifs, du coup, on est déjà dans notre fil rouge avec la confiance, c'est très bien. Et comment ça se passe l'entraînement, par exemple, en ce moment ? Alors l'entraînement, ça se passe bien, j'ai envie de dire. Moi, je suis une personne qui aime quand même bien m'entraîner. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui préfèrent la compétition. Moi, j'aime bien les deux pour le coup. Bon, il y a des fois, j'ai pas envie de me lever, je reste dans mon lit et c'est compliqué. Comme tout le monde, on est des êtres humains. La plupart de l'année, on s'entraîne quand même en solo, donc c'est-à-dire sur le skiff et à l'ergo. On a pas mal de chemins de sélection à parcourir avant de pouvoir vraiment être dans le double avec Margot. Après cette année, on a vraiment mis l'accent sur le fait que, vu qu'on a qualifié la coque, on voulait faire plus de bornes ensemble. On a un bateau bébé, on a commencé l'année dernière après Casaubon ensemble, donc ça fait même pas un an. Donc on a beaucoup de choses à se donner l'une et l'autre, à apprendre, à communiquer, essayer de se comprendre. On est des athlètes très différentes. Donc là, l'idée, c'est surtout ça, de beaucoup communiquer, même si on est en bateau individuel, de vraiment travailler sur notre symbiose dans le bateau sans l'être. C'est ça aussi qui est particulier. Ce terme de confiance, comprendre sa rigueur, qu'elle comprenne ma rigueur et que justement tout s'imbrique avant même, j'ai envie de dire, que sur l'eau, on continue de progresser. Donc là, l'idée de l'entraînement, voilà, c'est de forger notre mental, continuer à bosser techniquement et essayer d'être de plus en plus puissante. Alors apprendre l'autre, c'est clair, c'est un élément moteur dans le bateau. Là, sur cet hiver, justement, est-ce que c'est important de rester focus sur une année comme ça ? Alors bon, forcément, ici, on est à l'INSEP, t'es encadré en équipe, etc. Vous êtes toutes les deux des machines, on pourrait dire. Comment on fait pour pas relâcher la pression quand, voilà, comme tu dis, des fois, on n'a pas envie de se lever, quand il fait pas beau comme aujourd'hui, quand la Marne est en crue, voilà, comment on fait ça pour rester motivé à fond tout le temps et focus sur l'objectif de cet été? C'est pas tous les jours facile de faire face au ciel gris de Paris. mais non, c'est tout simplement notre motivation. On a une échéance qui est à la fois à long et court terme. En fait, on a toujours dit ça arrive vite et en même temps c'est loin. Et là, ça arrive plus que vite. L'échéance est tellement proche que globalement, cette année, je me pose pas spécialement de questions. Ça m'est déjà beaucoup arrivé depuis 2016, des matins où en fait, je n'ai pas envie, je n'y vais pas, ou j'ai pas la foi, je bâcle l'entraînement. Là, on va dire que cette année, ma tête est tellement prête à donner le 100% que je me suis clairement... j'ai dû me poser cette question sur les doigts d'une main depuis le début de l'année. Donc c'est très faible, globalement. Donc j'ai envie de dire, on est plus focus dans notre tunnel et on est un super groupe. Vraiment, je trouve que c'est une chance. J'ai eu cette chance en arrivant à l'Aviron Grenoblois. J'avais des exemples, j'avais Noémie, Léa, Laura. J'étais avec les stars, quoi. Non, mais vraiment, quand on est jeune, c'est impressionnant. Et quand j'ai intégré l'INSEP, c'était pareil. J'arrive dans un groupe, il y a Hélène et Lo qui ont déjà fait les jeux. Groupe de filles ultra dynamiques. Je quittais mon cocon quand même. Donc arriver dans quelque chose de nouveau, c'était particulier. Et là, je me rends compte qu'on a une chance inouïe, c'est qu'on a un groupe de meufs ultra dynamiques, très positif. Et on se tire vers le haut souvent, régulièrement. Quand il y en a une qui va pas bien, on essaye de... la motiver, de la faire rire, essayer de amener les choses positivement et enlever le négatif le plus possible. Et ça, c'est super agréable. Le fait qu'on soit regroupés toutes les TC à Paris, ça permet que même quand il y a des blessés, des coups de mou, etc., en fait, on est toujours à un minimum de 3-4 à être présente à l'entraînement. Et du coup, ça garde quand même une sorte de densité
de groupe qui permet de jamais se sentir seul et de jamais se retrouver face à l'ergot à se dire j'en ai marre, ça fait 3 jours que je m'entraîne toute seule, j'y arrive pas. Bon, bah justement, l'hiver, on fait souvent du skiff. Est-ce que ça t'arrive encore là avec Margot de faire des sorties en skiff sur certaines semaines ? Oui, on fait beaucoup plus de sorties en skiff qu'en double. On en a fait quand même plus que d'habitude en bateau long, mais on va dire que 90% de l'hiver, oui, on est en bateau court. Moi, le skiff, c'est un bateau que j'affectionne quand même. J'ai eu beaucoup de mal dans mes débuts en skiff, hein. J'ai beaucoup galéré, mais c'est un bateau que j'affectionne particulièrement. Il me permet de vraiment me concentrer sur moi et de développer certaines choses qu'après je peux retranscrire en double. Donc c'est aussi intéressant de bosser individuellement, et Margot aussi, elle peut aussi faire sa petite popote, on va dire, de son côté, et après on peut discuter justement des différences qu'on ressent en double et en skiff. Et ça, c'est super intéressant. Moi, je sais que c'est un bateau qui m'apporte énormément. Je dis toujours, on parle du bateau, mais en fait, le bateau, il nous apporte autant que ce qu'on lui donne. C'est vraiment du donnant-donnant. On se rend pas compte, mais il fait partie de notre performance. C'est du 50-50, quoi, globalement. Ça marche. Il y a 2 ans, justement, tu fais Rachiche en skiff, donc tu fais 9e sur les mondiaux. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta construction perso sur le plan sportif ? Rachiche, ça a été une étape particulière. On sortait des Jeux de Tokyo, des Jeux où on s'est qualifié quand même last minute, dernier ticket. Une expérience de dingue. Ça reste des Jeux Olympiques, même si c'était Covid et même si la performance à Tokyo n'est pas celle qu'on voulait ou qu'on espérait, mais on a tout donné, donc on n'a rien à regretter. Ma première expérience en solitaire, première fois que j'emporte Casobon cette année-là. C'était un de mes objectifs que j'avais quand je suis arrivée en 2016, et je me suis dit, ça serait le rêve de gagner Casobon. Vraiment, c'était un de mes objectifs quand je suis rentrée en aviron. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'on me propose de faire le skiff pour Rachiche. Donc quand on est préparé à faire une saison en 4 de couple, avec 3 coéquipières, plus la remplaçante, donc 4 coéquipières, et qu'on se retrouve solo, ça a été très dur. L'annonce a été très dure. Et j'ai mis une bonne semaine avant de digérer l'information. Et après, une fois de toute manière qu'on est dans le mood, on est parti. Mais ça m'a apporté énormément dans la confiance en moi. J'ai affronté des filles que j'avais jamais affrontées. Quand sur le départ, t'es sur la ligne de départ, tu tournes à droite, t'as Emma Twig, tu dors de l'autre côté, t'as Caroline, tu sais plus trop où t'habites, mais on est à côté de noms où quand même c'est pas rien. On a quand même une certaine pression, et en même temps on se dit, mais en fait je suis là, mais en fait j'ai rien à perdre. Globalement, c'est exactement ce que je me suis dit, c'est j'ai rien à perdre, fonce tête baissée, soit ton 110%, fais de ton mieux et on verra le résultat. Et ça m'a apporté beaucoup dans ma perf individuelle, donc ce que j'étais capable de faire. Même si c'était pas l'année de la qualification, faire 9e, c'est la dernière place de la qualif. Donc ça reste quand même un résultat qui est pas mauvais, bien au contraire. Surtout pour une première année comme ça. Voilà. Pour une première année en skiff, c'était très bon globalement. J'avais eu que 1 mois de préparation. Enfin, pour moi, c'était chouette. C'était vraiment une belle année. Au début, mal vécu, et à la fin, quand je fais le bilan, et en revenant en septembre, quand j'ai fait le bilan avec Camille, je lui dis limite merci, parce que ça m'a fait grandir et ça m'a donné d'autres envies, d'autres ambitions. On va dire qu'au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des performances, plus on fait des perfs ou plus on fait des petits objectifs qu'on a envie d'atteindre, et quand on les atteint, on a toujours envie de plus. C'est beau. Et justement, se mettre un peu face à, pas l'échec, parce que toi justement c'est quelque chose d'un peu négatif à la base, tu as su rebondir dessus. Ça c'est important en aviron, de parfois aller à l'échec pour mieux rebondir, justement revenir plus fort, plus forte. Oui, je pense comme beaucoup de sportifs, on se prend beaucoup plus de claques que de réussites, malheureusement, et je pense aussi heureusement, parce que c'est comme ça qu'on a envie de plus, de progresser, d'être plus rigoureux, d'être plus déterminé. Nous, on a eu la chance, quand on discute avec Hugo, Mathieu, Laura, Claire, c'est des athlètes. Ils s'en sont pris plein la gueule en fait avant de réussir, et du coup, maintenant on a l'impression qu'on est une génération où dès qu'on n'a pas tout de suite, ça va pas. Ouais. Mais en fait, c'est normal, faut s'en prendre des belles claques et savoir rebondir. Après, oui, il faut être bien entouré pour justement pas non plus en prendre une trop grosse, histoire de pouvoir se relever. Mais en fait, on se rend compte que tous les sportifs passent par des moments durs. Donc oui, la déception après le 4 de couple, elle a été dure, vraiment dure, parce que c'est un bateau que j'affectionne particulièrement. C'est le premier qui m'a donné l'opportunité d'aller au jeu, une affinité particulière avec mes coéquipières. C'est pas que des coéquipières, donc ça reste quelque chose de spécial. Et là, je me suis retrouvée toute seule, face à moi-même, globalement. Ça me gênait pas tant que ça. C'était plus le fait d'être de la solitude pure et dure pendant 1 mois. C'est particulier. Donc, c'est quelque chose qui, au début, m'a beaucoup affectée et qui, après, en fait, je me suis rendu compte, comme dans beaucoup de séances que je fais, et je me dis toujours, en fait, ça me servira. Donc, ça ne sert à rien de lutter. Au contraire, utilise ça pour devenir plus forte.
Alors quand tu étais justement à la nage du 4 de couple, donc c'était jusque 2022, hein, tu m'as dit. Qu'est-ce que tu as gardé de cette expérience ? Qu'est-ce qu'en fait peut apporter la nage ou qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui ? Chaque poste a son importance. Des fois, on a l'impression qu'un poste a plus d'importance que l'autre et c'est totalement faux. La nage, j'ai envie de dire, sans ses coéquipières, elle est rien. La nage, c'est surtout donner un rythme, donner des indications au niveau de là où on se situait dans la course, donc au niveau de la distance, et cette capacité de lancer les enlevages. Moi, c'est quelque chose que j'arrive bien à faire. J'ai de la chance, j'ai envie de dire. C'est dans mon corps, c'est dans ma physio. Donc ça, j'ai réussi à l'apporter, à réussir à ce que certaines filles l'apprécient et me suivent justement dans ce délire-là, parce qu'on est 4, donc il faut que tout le monde se suive globalement. Donc chaque rôle est tellement important, et une nage, c'est pas forcément une personne qui va leader le projet. Ça peut l'être. Mais c'est aussi quelqu'un qui est censé écouter ce qui se passe derrière, parce que faire son travail toute seule devant, c'est complètement inutile. L'idée, c'est justement de faire de son mieux devant, mais aussi d'être la plus suivable possible. Une nage qui n'est pas suivable, c'est juste un bateau qui ne fonctionnera pas, globalement. Ouais. Justement, parfois on peut avoir un peu peur de prendre la nage. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être à l'avant d'un bateau comme ça ? J'ai eu peur. J'ai eu peur d'être à la nage. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter au début. J'avais l'impression qu'on m'envoyait à l'abattoir, vraiment. Quand on me sélectionne dans le cadre de couple en janvier 2021, on me met à la nage directement. Pour moi, c'était dur. Dur parce que j'avais l'impression que tout reposait sur mes épaules et que si quelque chose se passait mal, c'était ma faute parce que c'était mon rythme. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai réussi à vraiment décrocher ça. Parce que je me rends compte en double avec Margot que pareil, en fait, elle a l'impression que quand ça va pas, c'est la faute aux deux. On pense exactement la même chose à 2 postes différents. D'avoir pu en discuter avec elle, où en fait, je dis mais non, enfin, moi, quand le bateau va mal, j'ai l'impression que c'est ma faute, et elle se dit la même chose. Donc en fait, on se rend compte que la problématique est la même, devant ou derrière, ça change rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour être une nage ? J'ai envie de dire, il faut réussir à communiquer, à savoir lâcher prise de temps en temps. Parce que mentalement, quand ça tourne en haut, il faut réussir de temps en temps à mettre les cartes à plat et se dire bon, stop. Clairement, faut réfléchir, respirer. C'est pas de ta faute. On est un équipage en fait. Et ça, on oublie de temps en temps de dire ça. On pointe du doigt dans un bateau, mais en fait, c'est ce que je l'ai répété exactement ce matin, parce qu'on avait une séance avec mon prépa mental et je disais mais en fait, on est égaux, on est égal. Et il y a rien qui va faire que je vais t'écraser un jour parce que l'envie m'en prend. Absolument pas. Le bateau, pour qu'il fonctionne, justement, si tu communiques, que tu fais confiance à la personne et que toi, tu donnes ton 100%, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et si ça se passe mal, j'ai envie de dire, il y a toujours des solutions. Carrément. Est-ce qu'il y a une course de ta carrière qui t'a marqué, que tu peux, par exemple, être amené à regarder en vidéo ? Il y en a plusieurs. Je regarde... la première fois, j'ai gagné en skiff à Casobon, parce que c'est une course qui m'a marqué. C'était un objectif, on va dire... de gamine. Bon, j'avais 18 ans, mais quand même. Je regarde aussi la course en double à Varèse avec Margot. Et une des courses que j'ai regardées plusieurs fois et qui est assez... En fait, c'est marrant de regarder cette course parce qu'on ne voit rien, globalement. C'est la régate de qualification pour les Jeux de Tokyo. C'était à Lucerne. Et c'était extrêmement mal filmé. Nous, quand on est dans la course, on s'en rend pas compte. Mais en fait, après, j'ai reçu des messages. C'est dingue, on voyait rien sur la vidéo, le stress, etc. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? J'étais dans la course. Enfin, moi, ça m'a... Alors oui, il y a l'adrénaline, etc. Je dis, mais ils exagèrent un peu. Et en fait, en regardant la course, les caméras étaient que aux 500 mètres. Et du coup, elles bougeaient en périphérie. Donc, on nous voit au loin, puis proche, au loin, puis proche. Et en fait, on passe le dernier 500, 3e. Il n'y a que 2 tickets. À 2 dixièmes des Norvégiennes qui, un jour avant, nous avaient fait la pause sur le dernier 500, globalement. Et en fait, on voit juste la ligne d'arrivée. Et vu qu'on est le bateau le plus proche de la caméra, on nous voit juste 2 coups et paf, passer la boule. C'est vraiment... on a l'impression qu'on sort de nulle part, globalement. Et cette course, elle est marrante. On sent le commentateur, même lui, il sait plus où il en est. Il dit juste 10 coups avant la ligne d'arrivée qu'on est en train de passer, mais il est pas sûr parce qu'il y a le parallaxe. On l'entend là, justement. At the moment, the Norwegians just slightly losing out to the French. I think the French have maybe just got a little bit of a lead. There's the French coming into the shot. En fait, c'est une course, quand t'es dedans, tu sais. Parce que moi, j'ai une tendance, quand j'arrive dans l'emballage, à quand même tourner la tête, voir où on est. Mais à la place des spectateurs, je me dis, c'était une course horrible, globalement. Et cette course-là, j'aime bien la regarder parce qu'elle me remémore aussi des souvenirs. On nous entend crier à la fin de la course. C'était vraiment des cris de joie, de dingue. Parce que cette course-là nous a ouvert nos premiers Jeux Olympiques, à toutes les 4. Toutes les 4, c'était nos premiers jeux, le ticket qu'on allait chercher, le dernier.
t'y crois pas. Et du coup, cette course-là, pour moi, elle a été déclencheur de beaucoup de choses. Et elle a une saveur très particulière. Même si elle est nulle à regarder, globalement, elle a une saveur très particulière. C'est vraiment course de la mort pour tout le monde, quoi. Pour les spectateurs comme pour les... C'est ça. C'était, on appelle ça la régate de la mort à Lucerne pour les tickets pour les jeux. Bah là, c'était vraiment la vidéo de la mort. On voyait rien. Et pour les spectateurs, ça avait l'air d'être vraiment terrible. Emma Lunati, the French stroke woman there, 22 years of age, and she's going to be in the Tokyo Olympics. Ok, on continue. Du coup, t'es plutôt couple ou pointe à la base ? Ouh là là. Alors à la base, je suis une pointue. À l'Aviron Grenoblois, c'est l'école de la pointe quand même. J'ai commencé par faire les championnats de France junior en 400. Après, j'ai fait, on a fait le 8 pendant des années. On a enchaîné avec les filles. On a fait beaucoup de 8. C'était le bonheur. D'abord tribord, après bâbord. Donc globalement, j'ai tout fait. Mes premiers pas en équipe de France, c'était en pointe. Je suis coupleuse que vraiment officiellement depuis 2019. D'accord. J'ai fait Casobon 2017 en skiff, mais c'était parce que c'était l'année où tout le monde faisait Casobon en skiff et c'était pas glorieux. J'ai fait la coccinelle. C'était assez particulier. Belle expérience, mais voilà, je m'éterniserai pas sur cette compétition-là. Quand on démarre en tant que coupleuse, au début, c'est très compliqué et puis on finit par kiffer. J'ai vraiment galéré au début en skiff. C'est pour ça que je dis que c'est un bateau que j'affectionne beaucoup maintenant. Je l'ai beaucoup détesté au début. Un bateau où on est face à soi-même, j'arrivais pas à être aérienne, donc je plumais, pas du tout longue, très très peur de tomber à l'eau. Ouais. Ça paraît anodin, mais quand on est toute seule sur son bateau, j'avais peur. Donc on a quand même trouvé l'astuce en stage à Belsin de trouver un moyen de me baquer. Camille m'a dit, il faut que tu te baques pour que tu te rendes compte qu'en fait, il va rien t'arriver. Tu vas tomber à l'eau et puis voilà, ça te fait un petit coup de frais ou un petit coup de chaud, ça dépend de la saison. Ouais. et puis voilà, donc on a fait exprès que je tombe à l'eau pour que je me sente mieux, etc. Donc ça a été des années un peu de galère, le temps de trouver ses marques, d'être plus à l'aise. Mais on va dire qu'avec le temps, ça vient. Et puis honnêtement, aujourd'hui, je regrette pas mon choix. Avec le temps, on dompte le skiff. On va continuer du coup notre interview, Emma, avec notre seconde partie. Le fil rouge. Moi, je fais pas mal d'exercices de respiration. Quand on est justement coincé dans les starts, là, je trouve que c'est très très long. Évidemment, on est dans une année olympique, en plus avec des jeux à la maison, tu l'as dit, du coup, on va aborder le mental avec toi, on a déjà commencé à le faire, notamment la confiance en soi dans notre sport, c'est un facteur important, mais avant, comment ça se passe, la préparation des jeux depuis le début d'année ? Vous faites quoi en fait, comme type d'exo, comme type de prépa, voilà, une semaine, ça ressemble à quoi ? Une semaine basique, on va dire lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est 3 entraînements par jour. Mercredi, samedi, 2 entraînements. Et le dimanche, on a le droit à notre repos. Okay. Après, c'est une semaine où souvent dans la journée, c'est bateau, ergo ou renfo et muscu. Donc on essaye quand même d'avoir un petit peu de tout. C'est assez varié. Ça permet de pas non plus en avoir marre trop rapidement. Après, j'ai envie de dire, cette année, moi, elle se ponctue d'une façon très différente, dans le sens où j'ai beaucoup évolué sur ma rigueur. On en avait discuté, mais j'ai beaucoup évolué sur la prise de rendez-vous. L'année dernière, j'ai été énormément blessée. J'ai passé quand même 3 mois à galérer. Là, cette année, les rendez-vous kinés, je les prends plus le jour même. Ça n'existe pas, ça. Là, j'ai mes rendez-vous pour tout le mois de mars, etc. Je suis beaucoup plus assidue à ma tâche. Rendez-vous de prépa mentale, rendez-vous avec le nutritionniste, rendez-vous avec le kiné, avec l'ostéo, la récupération. En fait, on se focalise souvent sur l'entraînement. Moi, des fois, j'ai envie de dire, je passe limite plus de temps à programmer autre chose que l'entraînement. Donc, c'est-à-dire tout ce qui touche à comment garder la santé, trouver aussi des soupapes de décompression. Je suis une athlète qui ne peut pas faire que du sport. Ça me gonfle de faire que ça. Je ne suis pas épanouie quand je fais ça. Donc, c'est comment réussir à équilibrer entre ma vie perso, après ma vie pro, parce que je suis athlète SNCF. Donc réussir quand même à aller en entreprise et à apporter un petit peu quelque chose à la SNCF. Comment allier mes études ? Je suis encore étudiante à l'école de commerce de Grenoble. Oh, mais t'as combien de vies ? Ça fait beaucoup de choses, mais n'empêche que sans toutes ces choses-là, je pense que je m'ennuierais beaucoup, ou du moins que je serais pas autant épanouie. J'ai vraiment découvert ça il y a 2-3 ans. Quand je suis arrivée à l'INSEP, j'ai fait un stage en entreprise en même temps que je m'entraînais, et j'ai jamais été autant heureuse et épanouie. Et ça m'a vraiment... En fait, c'était l'année après Tokyo, et l'année après Tokyo, elle a vraiment été révélatrice sur le fait que j'ai découvert justement que j'avais besoin d'une soupape de décompression autre que le sport. Entre 2016 et 2024, il s'est passé beaucoup de choses. Et ces choses-là, en fait, elles m'ont permis d'évoluer. Et cette évolution, elle n'arrive pas du jour au lendemain. On ne peut pas la déclencher n'importe comment. Il faut que ce soit une envie, un besoin. Et moi, je savais que pour être performante, j'avais besoin de changer certaines choses. Et moi, donc, c'est passé par la rigueur.
de 2016 à 2020, on pouvait pas rentrer dans ma chambre parce que c'était le bordel. Des fringues de partout, des feuilles dans tous les sens. Enfin, je suis bordélique à souhait. Je le suis encore, mais beaucoup moins. J'ai lu pas mal d'articles, de choses comme ça, où en fait, quand les choses autour de nous sont épurées, rangées, dans notre quotidien, c'est que dans notre tête, c'est bien rangé. Et je me suis rendu compte, et c'est véridique pour le coup, ça fait 2 ans que vraiment je suis beaucoup plus rigoureuse, c'est beaucoup plus rangé. Il y a des périodes où je suis bordélique, je suis comme ça dans tous les cas, donc ça restera comme ça. Mais je m'aperçois que quand autour de moi est tout beaucoup plus cadré, je me sens beaucoup mieux. J'ai un planning, Camille s'arrache les cheveux globalement, mais j'ai un calendrier, je note tout. Mes semaines, il n'y a pas une case dans mon calendrier à l'année où il n'y a pas un truc marqué dessus. Donc soit un rendez-vous kiné, soit un rendez-vous pour un podcast, soit une petite interview. Ça peut paraître anodin. Je peux aller voir un partenaire, aller à la SNCF. Mais cette petite soupape où je me dis, en fait, tu fais autre chose que ton sport. Même le kiné, en fait, tu le fais pour ton sport, mais ça reste quand même... tu vas pas ramer, tu vas pas t'entraîner. Donc voilà, moi j'ai réussi à trouver ce petit équilibre-là. Ça fait partie un peu de ta façon d'être rigoureuse, justement, de programmer les choses, d'y voir clair de ce côté-là. Je faisais pas les choses à fond, j'étais pas aussi perfectionniste aux entraînements, aussi assidue à la tâche. Les échauffements, ouais, bon, bah c'est bon, je fais 5 minutes au lieu de 10, ça me gonfle, quoi. Genre la muscu, j'ai envie de la bâcler, c'est C2, voilà. C'est ces petites choses-là où, en grandissant, en discutant avec les personnes un peu autour de nous qui ont eu des vraies grosses perfs, je me suis rendu compte que en fait, ces petites choses qui ont l'air toutes mini et qui paraissent vraiment anodines, et au final, elles font vachement la diff. Et moi, je me suis vraiment vue progresser grâce à ça, grâce aussi à mon ouverture à avoir un prépa mental. On me disait ça avant Tokyo, j'étais non mais c'est bon, j'ai pas besoin c'est des conneries, ça me saoule. Là, aujourd'hui, je suis quand même suivie depuis... J'ai commencé juste après Tokyo, donc octobre 2021, j'ai commencé par un prépa mental qui est à l'INSEP. Je suis aussi suivie par une psy, par un nutritionniste. C'est des choses, en fait, avant, je m'en foutais, mais j'avais l'impression que ça impacterait pas tant que ça ma performance. Et en fait, d'avoir cette rigueur, de prendre des rendez-vous tous les mois, d'avoir un suivi régulier et de se dire, en fait, je suis pas toute seule, et de m'ouvrir aussi les yeux sur qu'est-ce que c'est pour toi une performance, qu'est-ce que tu as envie, quelles sont tes motivations exactement. Et en fait, d'avoir, pas la réponse, mais d'avoir une ébauche de réponse à ces choses-là, ça m'a déclenché un petit truc où ouais, ça donne envie d'être professionnel en fait, tout simplement. Et pour être professionnel, il faut être rigoureux. Et la rigueur, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Chez moi, ça l'était pas. Dans tout ce que j'ai fait avant, j'ai jamais forcément été rigoureuse, que sur les choses que j'avais vraiment envie. Et là, je me rends compte aujourd'hui que maintenant, sur tout ce que je fais, je suis plus ou moins rigoureuse. Certes, j'ai mis l'accent plus sur l'aviron quand même, par rapport à ma rigueur, mais on prend l'athlète que j'étais en 2016 et l'athlète que je suis maintenant, il y a beaucoup d'évolution. Il y a l'âge aussi. On mûrit, certes, on mûrit beaucoup, mais pas que. C'est vraiment des objectifs que je me suis mis, de se dire, allez, c'est pas grave de se dévoiler à un prépa mental. C'est pas grave de se dévoiler à une psy. C'est pas grave de pleurer devant ses coéquipières, devant sa coach, d'aller au fond de ses sentiments, de ses pensées, de ses peurs, même devant toutes mes coéquipières. En fait, se mettre à nu, ça m'a apporté énormément et ça m'a permis de me conforter dans ce que je voulais, dans ce que j'étais. Et quand j'ai compris en fait ce que je voulais, ça a tout déclenché. On va dire c'était un peu un effet boule de neige. C'est top de pouvoir se découvrir aussi comme ça grâce à une discipline, grâce à un sport. Pour revenir du coup sur tes semaines qui sont donc bien chargées, qu'est-ce qui a changé peut-être par rapport à ta première Olympiade? Est-ce que au niveau du calendrier, est-ce que au niveau des entraînements, il y a une différence ou est-ce qu'on est sur le même schéma d'entraînement pour les JO? Ouh là là, c'est tellement différent. Pour l'Olympiade de Tokyo, déjà, c'était pas le même programme. On n'avait pas Jürgen Grobler qui était avec nous. Donc, c'était pas du tout le même programme. Moi, je suis arrivée aussi sur Paris qu'en octobre 2020. Donc, tardivement, globalement, quelques mois avant les Jeux de Tokyo. Avant, j'étais à Grenoble où je faisais mon entraînement, mais on va dire qu'on est moins fliqué que quand on est à l'INSEP et qu'on est suivi. J'avais moins la police à mes fesses. Et encore, même à l'INSEP, il y a des fois où quand je suis arrivée, voilà, il y a des fois où j'avais pas envie, j'ai envoyé un message, j'ai dit en toute honnêteté, et là ce matin, ça va pas, je peux pas, et puis c'est comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, effectivement. Moi j'ai un corps qui, il y a des athlètes, elles ont des corps, c'est des machines de guerre, elles se blessent jamais. Je prends l'exemple de Margot. Margot c'est une machine, c'est monstrueux, elle s'entraîne, t'as l'impression que physiquement ça lâchera jamais. Moi là-dessus c'est plus frileux. L'hiver j'ai toujours mon petit dos qui me lâche à un moment donné, ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui a changé? Donc, l'entraînement, il a tellement évolué, c'est tellement différent. J'ai l'impression de pas du tout vivre la même chose.
On est aussi plus de filles sur l'INSEP, donc cet effet de groupe est quand même vachement cool. Et chose qui a changé, maintenant en stage, on est hommes et femmes mélangés. Avant, c'était pas le cas. Et c'est vrai que ça apporte quand même une énergie de groupe qui est différente et qui parfois fait du bien. Ils sont très drôles. C'est génial, enfin, je trouve ça cool qu'on puisse partager nos expériences. Et en fait, on pense pas du tout pareil, les hommes et les femmes. Et c'est génial d'avoir les deux points de vue. Vraiment, moi, des fois, je me dis, mais comment ils réfléchissent ? Et ils se disent pareil de nous. Et c'est cool parce que du coup, on les change vraiment. Moi, ma rigueur, au début, j'étais pas du tout rigoureuse. On arrive, nous, sur le stage terme de Tokyo, en mode un peu... pas tourista, mais presque. Enfin, moi, globalement, vraiment, j'étais pas dans une démarche professionnelle encore et je l'assume aujourd'hui. Et c'est bien, ça m'a appris et ça m'a donné envie. Et on débarque et on voit des athlètes comme Laura, Claire, Hugo et Mathieu. Je me suis dit, Laura, je la connais plus personnellement, donc ça va, mais je me suis dit, c'est quoi ces gens ? Vraiment, c'était vraiment un choc un peu pour moi. Et c'est aussi en étant au contact des personnes comme ça où, en fait, t'as envie de devenir comme ça, où tu t'inspires globalement, ou d'autres sportifs, d'autres disciplines, Teddy Riner, voilà, les personnes qui parlent, qui expliquent, qui n'ont pas honte de dire les choses, ça te donne envie en fait de dire ouais là en fait tu vas être rigoureuse, t'arrêtes un petit peu de partir dans tous les sens, tu sais quel est ton objectif, donc évolue, prends plus soin de toi, tu sais quels sont tes besoins, donc affirme-les. Ça c'est quelque chose, avant je le faisais pas forcément, là maintenant je le sais, je discute, j'ai une relation de confiance avec la coach qui permet de dire là je sens que j'ai besoin de ça, dans ma rigueur du moment, c'est ça. Okay. On veut être perfectionniste, allons-y. Ok. Et alors justement sur la méthode Grubler, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a plus d'ergo, il y a plus de volume dans la semaine ? Vous avez le dimanche, il me semble, par rapport à avant. Alors le volume global en lui-même n'a pas forcément évolué. C'est à peu près le même qu'avant. Il a évolué au fur et à mesure des années, mais c'était plus moi personnellement, mon volume, je suis tellement partie de petit que il ne pouvait que évoluer, et heureusement j'ai envie de dire. Mais ce qui a changé avec Jürgen, la disparition des C2. Bonheur. Voilà, ce fameux C2. Non, en vrai, le C2 apportait aussi quelque chose, hein, mais on va dire que c'est quand même cool de pouvoir faire les intensités en bateau. Moi, ça m'a vraiment apporté de se mettre des grosses charges en bateau, ça fait quand même les pieds. Vraiment, ça apporte quelque chose de particulier. La lourde, c'est tellement nerveux que moi, j'ai fini des séances, j'ai envie de pleurer, de crier. C'est nerveusement, quand t'es sur ta fin de semaine et que le vendredi après-midi, t'as une muscu, c'est dur. C'est très très dur, et aussi ce nouveau programme, effectivement, il nous apporte le dimanche de off. À partir de samedi 13h, t'es off. Honnêtement, bon, t'es crevé, donc le samedi tu fais rien, mais le dimanche, juste pouvoir se dire, en fait, t'as envie de faire une grasse mat, tu l'as fait. Tu as envie aujourd'hui de faire une visite, tu peux la faire parce que tu vas pas terminer ton entraînement à midi et arriver à l'arrache à ton repas de famille. Enfin, c'est des petites choses qui paraissent anodines, mais en fait, au final, sur le fait justement de prendre soin de soi, de prendre en compte ce dont on a besoin et ce qui nous permet d'évoluer dans le bon sens, et ça permet d'être plus en introspection sur soi-même et de prendre ce petit temps qu'avant, moi clairement je le prenais pas, et tu cours dans tous les sens, tu vis ta vie à 100 000 à l'heure et c'est génial. Mais là vraiment ça permet d'avoir cette petite chose et elle est agréable. En stage, quand on n'a pas notre dimanche, des fois on est là, mais ils rigolent ou quoi, on n'a pas notre dimanche quoi. C'est la grève. C'est la grève quoi. Des fois je dis non mais sérieux, on a entraînement le dimanche après-midi, ça va pas quoi. C'est pas le jour à avoir un entraînement le dimanche après-midi, alors qu'avant on faisait ça sans broncher quoi. Donc ça apporte quelque chose en plus quand même. Donc il y a beaucoup de choses qui sont différentes et oui, il y a plus d'ergo. Pour rebondir là-dessus, la machine est devenue un peu plus notre amie ou pas, mais on n'a pas le choix d'être dessus. On a plus d'ergo, on fait de la lourde, plus de C2 et des intensités en bateau. On va revenir brièvement sur ton emploi du temps. Donc, tu es détaché donc, avec la SNCF. Peut-être tu pourras nous expliquer ce que ça veut dire. Tu as toujours tes cours à côté. Qu'est-ce que tu fais justement ? Quelle discipline ? Tu es un peu sur donc, un triple projet. Cours, sport, SNCF. Comment tu fais pour gérer tout ça mentalement ? C'est pas toujours évident. Après, c'est moi qui l'ai voulu, globalement, ce triple projet. Depuis janvier 2023, je suis salariée à la SNCF, dans le service de Optime Service. Donc, pour moi, ça a été vraiment un bonheur, dans le sens où ça faisait 2 ans que je faisais des stages en entreprise à la suite. Et comme j'ai dit, ça a été mes meilleurs hivers, mes moments où je perfais le plus et où j'étais le plus épanouie. Et en fait... en entreprise, apporter juste sur un stage de 8 semaines, moi, ça me saoule, quoi. J'avais envie d'un peu de continuité et d'apporter quelque chose d'un peu plus concret. Donc, j'ai réussi à avoir ce contrat d'insertion professionnelle qui, pour moi, était vital. Et là, donc oui, cette année, on est détaché à 100%. Donc, l'année des Jeux détaché à 100%, ça veut dire qu'en fait, jusqu'aux Jeux,
On ne va pas en entreprise, on peut ne rien faire, c'est-à-dire absolument couper pendant 6 mois et se concentrer que sur les jeux. Moi, c'est pas ma demande, donc je suis détachée à 100%. Après, tous les lundis, on a une réunion d'équipe où chacun présente ses projets, les avancées, etc. Donc moi, j'essaye de me connecter le plus possible à cette réunion-là, à chaque fois en visio. J'essaye quand je peux quand même aller les voir ce jour-là, manger avec eux, faire la réunion, juste avoir cette petite soupape et aussi les voir, parce que c'est important de garder ce contact. Ça me permet de garder ce lien et de garder aussi les pieds sur terre. Des fois, on ne se rend plus trop compte de ce qui se passe dans le monde extérieur et du coup, c'est cool. Et en fait, le monde en entreprise, il m'apporte énormément dans le monde du sport et inversement. Il y a des choses que j'utilise en bateau que je sors quand même du monde en entreprise et inversement. Et à côté de ça, j'ai mes cours. Donc mes cours, ils ne sont pas arrêtés. Je suis à l'école de commerce de Grenoble, qui a un cursus pour les sportifs de haut niveau. Donc en toute honnêteté, c'est la honte, mais j'ai jamais mis les pieds à l'école de commerce de Grenoble. Jamais. Même si je suis grenobloise, mais j'ai jamais mis les pieds. C'est un programme 100% à distance, vraiment fait sur mesure pour les sportifs de haut niveau. Et je serai diplômée donc en septembre 2025, juillet 2025, je l'espère. Mais oui, c'est un système qui me permet en fait de tout allier. Et j'ai envie de dire, dans mon calendrier, tout c'est plutôt bien emboîté, sachant que mon objectif principal, ce qui me prend le plus de temps, ça reste le sport. Et que ce triple projet, les 2 autres branches, on va dire, autres que le sport, me permettent d'avancer dans la vie. Parce que le sport, c'est beau, mais il y a aussi un après. Donc ça me permet d'avancer. Et ça me permet donc d'apprendre des compétences grâce à l'école de commerce. Et en entreprise, ça me permet de garder un lien avec ce monde-là qui est juste tellement ouf et qui apporte énormément. On l'a bien compris. Tu as vraiment besoin du coup d'un cadre pour vivre tes entraînements, le sport, Est-ce que c'est essentiel, ça, justement, pour chaque athlète, que ça soit une athlète de haut niveau ou un athlète en club? Est-ce que c'est important de créer ce cadre, justement, d'être bien dans sa vie en dehors du sport pour performer sur l'eau? Je pense que oui, c'est un équilibre qui est très important. Après, on a chacun un équilibre très différent. Je le vois, il y en a à l'aviron, ils ont besoin de s'entraîner, rentrer et se reposer. Ils n'ont pas besoin d'avoir des cours, un job et toutes ces choses-là. C'est vraiment, en fait, je pense que c'est très important d'avoir un cadre dans le sens où, après, pour qu'on n'ait pas que ça et penser que à ça tout le temps. Parce que le sport, ça prend déjà beaucoup de place dans notre vie. Donc, si quand on rentre chez nous, ça tournicote que ça dans la tête, pour moi, ça serait impossible. Après, chacun a son propre cadre. Mais moi, après Tokyo, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, en ayant ce cadre, j'étais plus performante, plus épanouie, plus heureuse et beaucoup plus rigoureuse surtout. Dans le sens où je me suis retrouvée à me dire, mais j'ai trouvé ma soupape, ma pépite qui va me permettre de m'exprimer le mieux possible en aviron. Et ça m'a déclenché, j'ai vraiment commencé à avoir cet effet-là après Tokyo où, à déclencher des choses. Donc, c'est-à-dire prendre un prépa mental, être plus cadré dans ma vie, c'est-à-dire avoir un calendrier, chose que je n'avais pas avant. Un calendrier, je t'ai acheté, oui, bien sûr, ça sert à rien. Là, j'ai des rendez-vous qui sont déjà jusqu'à juin. C'est peut-être parfois excessif, tout le monde n'a pas besoin de ça. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, j'en ai vraiment besoin. Regarder les périodes où me dire, voilà, là, paf, si ma famille vient à ce moment-là, c'est juste parfait, ça m'aide à je vais pouvoir me reposer un peu plus, eux, ils prennent un peu plus les choses en main. Et en fait, moi, ces choses-là, elles me permettent de voir plus loin. C'est-à-dire que quand je débute ma semaine, je sais comment elle va se passer. Il peut y avoir des modifications. Et heureusement qu'il y en aura des modifications. Il faut réussir à rester souple dans la rigueur. C'est-à-dire que, là, je me suis fait mal au dos, par exemple. Ok, c'est pas grave. Ça arrive. J'ai eu le cas l'année dernière. Donc maintenant, je sais comment faire. Je sais comment me gérer. Comment gérer ma blessure. Et surtout, comment communiquer. Ce que je ressens, ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est juste de l'écoute de soi et de la rigueur dans le sens où, en fait, on laisse rien passer. Tu as commencé à l'aborder, la question du mental. Est-ce que tu as confiance en toi dans la vie perso, dans la vie réelle, j'ai envie de dire, en dehors du sport? C'est important aussi, la confiance en aviron. Je crois que c'est un élément moteur pour tous les sports, on pourrait presque dire. Chez nous, on peut identifier la confiance sous plusieurs aspects. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais ça va d'être sûr de sa condition physique, sur une course par exemple, à la confiance, donc on l'a évoqué, envers ses coéquipiers, ses coéquipières, ne pas craquer avant une ligne d'arrivée. La confiance sur l'ergo aussi, c'est pas un exercice qui est toujours facile. Comment tu la vois, toi, cette confiance, justement, en aviron? Alors moi, la confiance, pour répondre à la première question, si j'ai confiance en moi en dehors du sport, c'est une très bonne question. Parce que souvent, quand je fais des interviews, des podcasts, des choses comme ça, on me dit toujours « Mais t'es hyper à l'aise à l'oral, t'as l'air d'avoir hyper confiance. » Alors c'est simple. Jusqu'à mes 20 ans, je ne pouvais pas prendre la parole en public sans avoir envie de pleurer. Pour moi, c'était une
une source de stress, mais tellement intense, c'était de la torture absolue. C'était le pire exercice qu'on puisse me demander. Et j'ai eu un déblocage un jour, sur un oral d'anglais pas préparé. Et c'est venu tout seul, ça s'est vraiment débloqué. Et aujourd'hui, j'adore justement parler, communiquer. Et j'ai pris cette confiance en l'oral en me disant, en fait, on m'a toujours répété, aucune question n'est bête. Et même si tu dis une grosse connerie, et bah, c'est pas grave. Les gens, ils sont pas là pour te flageller dès que tu dis une bêtise, ils sont là pour te dire, bah, voilà mon point de vue. Je t'expose, ils vont te dire le pourquoi du comment, et après tu te fais ton propre avis parce que tu es assez grand pour décider ce que tu en penses. Mais voilà, j'ai vraiment appris à me dire, en fait, la confiance, ça se travaille. Mais voilà, le jour où on me dit, une entreprise me dit, est-ce que tu peux venir faire une intervention ? Bah maintenant, je me dis plus, oh là là, je suis trouillarde, je peux pas. Non, je me dis, en fait, c'est génial, je vais partager un truc, et puis les gens, ils pourront me poser des questions, je vais voir leur point de vue, et en fait, je vais apprendre de fou. Et ça, j'ai vraiment réussi à le développer aussi avec mon prépa mental où il m'a vraiment demandé, pour toi, c'est quoi la confiance ? Qu'est-ce que tu attends de la confiance ? Ma confiance, je la donne pas facilement. C'est pas quelque chose que je fais de façon anodine. Je me dis pas, ah, elle est sympa, j'ai confiance en elle. Non. C'est plus par des actes, par des paroles. C'est-à-dire que la confiance, elle vient, elle s'en va, elle revient, elle s'en va. C'est quelque chose qu'on travaille tous les jours et dans ma saison, il y a des moments où je vais plus du tout avoir confiance en moi et des moments où je vais me sentir surpuissante. Là, je dis, mais là, je suis sûre que je vais déglinguer le truc. Je vais y arriver, c'est sûr. Et la confiance en les coéquipières, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Ça, c'est vraiment un point qui m'a jamais chagrinée. J'ai toujours eu confiance en les filles avec qui je ramais. Je savais qu'aucune d'elles ne lâcherait aucun coup. Après, c'est un sujet qu'on aborde toujours beaucoup. Avec Margot, on en parle très souvent. C'est quelque chose, moi je sais qu'avant chaque course, je dis j'ai confiance en toi, j'ai confiance en nous et je sais que ça va aller parce que j'ai pas un seul doute sur le fait que même si elle explose, comme on dit, même si elle explose dans les 200 derniers mètres, en fait c'est juste qu'avant elle a tout donné et je pourrais jamais lui en vouloir d'exploser, je pourrais jamais, et même par rapport à moi. C'est-à-dire que si moi j'explose, j'espère que la personne avec moi aura tellement confiance en moi qu'elle sait que c'est pas parce que j'avais pas envie de me défoncer la gueule. Bien au contraire. C'est que j'aurais tellement donné avant que en fait, allons-y quoi. Et après, je sais qu'il y a des personnes en qui j'ai une confiance aveugle. Tu donnes un petit peu une petite partie de toi et tu dis, voilà, ces personnes-là, je le sais. Je le sais, mais elles se comptent sur les deux doigts d'une main et c'est ces petites pépites qu'on dit et qu'on garde et qui sont tellement importantes pour nous. C'est un sujet qui est très particulier. Aléatoire suivant les gens. Très, très aléatoire. Et on parle par exemple de la machine, un test ergo. Le test ergo, moi je me souviens, à une certaine époque, c'était vraiment l'échéance que tout le monde attendait parce que tu as un chiffre sous ton nez. Donc tu es jugé sur ce chiffre et c'était... tout le monde avait peur de ce test ergo. Vraiment, c'était le mot. Moi, quand je me disais qu'il y avait test ergo, c'était oh là là, mais pendant toute une semaine, mais je transpirais, j'avais peur, j'étais pas bien quoi. Ce truc où je me disais, tu vas forcément te foirer. C'était le truc. Zéro confiance en soi. Même si je me montre des choses ou quoi, c'était vraiment ce stress d'être jugé. Et de me dire, en fait, t'as pas assez confiance en toi pour te dire, peu importe ton chiffre, même s'il est pas bon, tu sais ce que t'as fait. Donc le prochain sera le bon, globalement. Et la machine, elle est traître, parce que t'as tellement le chiffre sous le nez que quand il est mauvais, c'est pas cool. À l'inverse, est-ce qu'un excès de confiance, c'est pas bon pour toi, pour le sport, pour la perf ? Je pense qu'avoir trop confiance ou pas assez confiance, c'est pas forcément bon. L'idée, c'est de trouver la bonne balance. Il y a forcément des périodes où on a plus confiance que d'autres. Ça a été le cas sur mon test ergo de janvier. Voilà, j'ai fait une super prépa pendant la semaine et le jour J, je me sentais pas bien. Écoute, à la veille, j'avais dit à Camille, putain, sur ce test ergo, j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer, d'essayer. Chose que je fais rarement sur le test ergo. Je suis plutôt frileuse, je pars tranquille et je bombe à la fin. Là, j'avais dit, prenons ce test ergo comme un jeu. Voilà, je démarre mon test, je me sens pas bien. C'est la vie, en fait. C'est la vie, c'est pas grave. Le chiffre, il me plaît pas. Mais relativisons. Tout de suite, je me suis dit, en fait, j'ai confiance en ce que j'ai fait dans ma préparation, etc. Donc, si ça marche pas sur ce jour J, c'est pas grave. Ça marche. Justement, est-ce que tu as peut-être un petit truc pour avoir confiance ou un petit élément ou un truc auquel te rattacher et justement qui va t'aider C'est avec le temps. Après, moi, j'essaye toujours de me poser la question quand je suis pas en confiance, pourquoi ? Pourquoi j'ai cette sensation que ça va mal se passer ? J'essaye d'analyser le pourquoi, de le communiquer quand je peux le communiquer à des personnes autour de moi ou quand c'est une source de stress ou autre, d'en parler à des personnes qui sont autour de moi et de m'imprégner de leur confiance en moi. C'est-à-dire que des fois, quand on n'a pas confiance en soi, en fait, on se rend pas compte que les personnes autour de nous ont confiance en nous. Et du coup, c'est surtout ça où des fois, j'aspire la confiance que les autres ont en moi et je me dis, mais en fait, si eux ont confiance en moi, pourquoi moi je l'aurais pas ?
les personnes autour de toi y croient. Donc essaie d'y croire sans avoir cet excès de confiance. Moi, c'est toujours ça. Pour moi, l'excès, c'est pas bon, même si les sportifs ont été complètement excessifs dans tous les sens du terme. Mais je pense que chacun peut avoir son petit gris-gris ou sa petite technique pour justement éviter de trop, pas sombrer, mais de trop perdre confiance en soi, ou du moins essayer de le limiter avant de vraiment tomber trop bas. Comment tu fais pour adapter justement cette confiance à l'approche petit à petit des jeux ? La pression, elle augmente, c'est peut-être déjà le cas. Comment tu gères ça ? Moi, là, le stress par rapport au jeu, etc., je le sens pas forcément encore. J'ai envie d'être bonne sur les échéances à court terme, le chemin de sélection, etc., mais j'ai moins cette sensation de stress oppressant. C'est plus un stress qui va me stimuler. C'est-à-dire que je vais être stressée, je vais avoir peur. C'est des choses qui arrivent et c'est pas grave d'avoir peur d'une compète ou autre. Mais en fait, moi, on va dire que globalement, quand je suis le plus stressée ou le plus en stress avant, c'est mes meilleures courses. Donc en fait, moi, le stress, j'essaye quand il arrive, de bien l'accueillir. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple, mais de me dire aie confiance dans le sens où ça va bien se passer. C'est vrai que ça arrive souvent comme ça. Merci du coup pour ces petits conseils et puis surtout partager ton expérience sur la rigueur, sur la confiance. C'est un peu notre fil rouge. On continue notre interview avec notre partie plus perso pour mieux te connaître. L'interrogatoire. Mesdames, messieurs, prenez les poignets. Je dirais pas que j'ai la passion du jardinage, mais sincèrement pas loin. Voilà, Pierre, la passion du jardinage. On a beaucoup parlé d'aviron, Emma, mais voilà, est-ce que tu as d'autres passions, les animaux, la peinture ou une collection de quelque chose ? Non. Alors ces derniers temps, je me dis toujours que quand j'aurai plus mes études, j'aimerais bien me mettre à dessiner et à peindre. C'est très nouveau, attention, c'est une exclue. Non, j'ai beaucoup de soupapes de décompression. La première, c'est ma famille et mes potes, globalement. J'aime bien et j'ai besoin de temps en temps de rentrer chez moi et de prendre l'air. Une de mes passions, c'est aussi de voyager. Franchement, quand j'ai le temps, juste aller voir la mer et profiter d'autres choses, c'est juste le bonheur. Et là, depuis cet été, je me suis découvert une passion grâce à Margot pour les livres. Donc, je lis beaucoup. Cool. Je lis beaucoup, mais voilà, c'est Margot qui m'a passé ça cet été. Donc là, ces derniers temps, ouais, c'est un peu de la lecture à fond. Non, on va dire que je suis une bonne vivante, j'aime bien à peu près tout. Sauf quand c'est assez rigolo, mais... Donc tous mes potes, ils étaient ultra sportifs, ils le sont un peu moins parce qu'ils sont dans la vraie vie, donc logiquement tu bosses la journée, c'est moins facile. Du coup, quand on est en week-end copain ou vacances ou choses comme ça, ils sont là, on va faire du sport. Alors moi, ce que je déteste le plus au monde, c'est faire du sport pendant mes jours de repos, pendant mes vacances. Je suis moi une plagiste, mais de première. Donc voilà, ça c'est assez marrant, c'est absolument pas quelque chose qui me fait triper, quoi. Alors avant, tu faisais du biathlon, du ski de fond. Comment c'est venu ça justement ? Bon, Grenoble, les montagnes, c'est aussi simple ? Non, c'est pas aussi simple que ça. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du judo, du hand, du volley. Je suis un peu touche à tout. Mes parents nous voulaient nous mettre au sport. 3 enfants, vaut mieux les défouler avant qu'ils rentrent à la maison, globalement. Non, j'ai fait du ski de fond parce que j'avais une meilleure amie qui faisait du ski de fond. Le plus basique qui puisse arriver, globalement. Ma meilleure pote faisait du ski de fond. Son père nous emmenait tout le temps faire du ski. Tu développes ce truc et puis en fait, tu kiffes avec tes potes. Et moi, c'est ça qui m'a toujours attirée dans le sport et qui m'a fait rester dans le sport. C'est en fait quand tu kiffes avec tes copains, moi, ça me fait triper, donc je reste. C'est ça qui m'a fait apprécier l'aviron. C'est ça qui m'a fait apprécier le ski de fond. Donc on va dire que j'y suis venue de façon la plus simple possible. Après, c'est vrai qu'en étant à Grenoble avec les montagnes à côté, ça aide fortement. C'est quoi le trait de caractère qui te définit le plus selon toi ? Ouf, la question traître. Moi, je dirais que sur ces derniers temps, c'est la rigueur. Et aussi je sais pas comment dire, mais pas forcément la fidélité amicale, mais le fait que j'aime bien être une bonne amie. c'est quelque chose que j'ai besoin d'entourer mes proches, même si je suis pas souvent là, c'est ça qui est dur, donc de les entourer de la meilleure des manières que je puisse faire, même en étant à distance, ce qui me permet de moi être bien entourée. Mais on me dit souvent aussi que j'ai un caractère de cochon, donc je l'accepte aussi, globalement, d'avoir un sale caractère. Ça marche. Alors, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux ? Oui. Tu dirais que oui, par nécessité, oui, tu aimes bien ça, ou bien tu es complètement accro au réseau ? Alors, je suis pas accro. J'en vois des personnes accros et ça craint. Ça craint. Mais il y a beaucoup de conneries. Ouais, mais il y a beaucoup de conneries à trouver sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fait triper. Et parce que aussi, j'aime bien partager mon quotidien. Je trouve ça cool. On est de plus en plus suivis sur les réseaux et je trouve ça... En fait, j'ai envie de partager ce que je vis.
c'est pas une vie basique, c'est pas une vie anodine, c'est pas quelque chose que tout le monde va vivre. Et j'ai envie de pouvoir partager des images d'aviron, de muscu, de tout en fait. Enfin, c'est juste le kiff de pouvoir faire partager ça, surtout aux jeunes. Moi, quand je reçois des messages sur Insta, mais ça me fait triper, quoi. J'adore et je réponds parce que j'aime bien ça. C'est des encouragements, c'est des questions. Des fois, on me posait des questions sur la course à pied. Je suis absolument pas une bonne coureuse. Mais en fait, je le réponds honnêtement et je dis, mais en fait, demande peut-être à telle ou telle personne. Et en fait, c'est agréable. Et là, maintenant, avec les partenaires, même les partenaires, ils me répondent le truc, c'est un délire hein, sur Instagram. Des fois, ils répondent des choses, mais en fait, ils me refont ma journée tellement leurs réflexions sont drôles. Et du coup, c'est ça, j'ai envie de partager mon sport parce que je l'aime. Vraiment. Et on montre souvent que le positif sur les réseaux. Et c'est pour ça que de temps en temps, mettre juste un petit post en disant, en fait, ouais, j'ai vécu une saison ouf en soi, parce que les résultats sont là, parce que je suis heureuse. Mais il faut se dire que sur les 12 mois, pendant 6 mois, c'était la cata, quoi. Et du coup, c'est ça, je trouve que les réseaux, ça apporte du positif, donc c'est cool, parce que tu vois du positif, mais je m'en nourris autant que ce que je m'en sers, on va dire. Après, il faut que ça reste quelque chose qui fait du bien, et pas que ça mette la pression, parce qu'on sent que les personnes sont beaucoup plus actives, il y a la pression médiatique, il y a tout, les jeux approchent, et ça arrive très vite. Et moi, j'ai juste envie que ce soit quelque chose qui me fasse du bien. Si je sens que ça me fait pas du bien, je pense... ma sœur, elle a déjà mon compte Insta. La dernière fois, c'est elle qui m'a refait toutes mes stories à la une. J'avais pas envie de le faire. Elle m'a dit, mais fais-le. Je dis, vas-y. Et elle l'a fait. Enfin, voilà, des fois, on se fait aider. Et puis voilà. Tu voulais aussi parler nutrition. C'est un sujet important pour toi ? Ouais, la nutrition, c'est un sujet qui est assez spécial pour moi. C'est pas quelque chose dont j'ai parlé souvent. J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. On va dire que le fait de justement parler de la confiance, de la rigueur, c'est des choses qui m'ont permis aujourd'hui de parler de nutrition sans en avoir honte, sans transpirer comme une folle, sans me dire oh là là, faut que je fasse attention à ce que je dise. C'est plus le cas. Et ma rigueur au niveau de la nutrition est devenue complètement dantesque. Mon nutritionniste me fait faire des dingueries et j'adore. C'est-à-dire et je vais vous donner 2-3 petites anecdotes, ça va être marrant, mais et j'ai appris à avoir un petit peu plus confiance en moi. Après, ça reste, on parlait des réseaux, mais les réseaux, ils montrent quoi ? Ils montrent des gens fins, ils montrent des filles qui ont des énormes formes, qui ont un ventre plat ou le six-pack, et en fait, c'est pas ça la vie de tous les jours. Enfin... Et c'est aussi le risque, et c'est pour ça que parler de nutrition maintenant, pour moi, c'est un peu plus important, parce que en fait, on se rend compte qu'on est complètement matrixé par tout ce qui nous entoure à ce niveau-là, et qu'aujourd'hui, on regarde les réseaux et on se dit, je veux être comme cette fille-là, mais en fait, on n'a pas tous la même morpho, on n'a pas tous les mêmes choses, on est tous très différents, et il faut réussir à prendre du recul, même si c'est pas facile. Et ça, on s'en rend pas compte. Et moi, j'ai vraiment vu l'évolution. Je suis arrivée, par exemple, à Tokyo. Souvent, quand j'arrive sur les grosses échéances, entre le stress, le fait que ce soit l'été, etc., j'arrive souvent beaucoup plus maigre que l'hiver. Et j'ai fait le yo-yo, mais il y a quand même une saison où j'ai eu 8 kilos d'écart entre l'hiver et l'été. Ah ouais. C'est énorme. En une saison ? En une saison. C'est énorme, 8 kilos. Trop léger, en fait. J'étais pas assez performante à ce poids-là. Et après l'hiver, un peu plus relâché, moins entraîné, etc. Tu manges plus, tu kiffes, voilà. J'ai fait 8 kilos d'écart. Et en fait, cet hiver-là, c'était panique à bord. Vraiment, je me suis dit, il y avait la goutte qui coulait sur ma tempe, c'était angoissant. Et j'en ai beaucoup parlé aussi avec mon prépa mental. Et ça, il m'a dit, c'est vraiment de la confiance, quoi. Et j'ai vu un nutritionniste à l'INSEP où il me dit, en fait, on va être assez factuel sur le poids. T'as ton poids, qui est un chiffre. Et t'as ta masse grasse, ta masse musculeuse, t'as le poids que pèsent tes os, en fait. Enfin, il me dit, en fait, vous êtes toutes différentes. Quelqu'un peut visuellement être super fin et avoir une masse grasse plus importante que moi, qui visuellement, je suis absolument pas musculeuse. C'est-à-dire qu'il y en a, on voit leurs muscles des cuisses, des bras, enfin, c'est beau, quoi. Genre, moi, je trouve ça beau, c'est athlétique et tout. Moi, je peux faire ce que je veux, ça n'arrivera pas. Et c'est pas grave, je l'ai accepté, quoi. C'est comme ça. Et après, maintenant, on a plein de capteurs, de choses qui permettent de voir notre glycémie, etc. Et moi, je suis une personne qui a un corps particulier. J'étais presque tout le temps en hypo avant. Donc, j'ai un peu changé ma façon de m'alimenter. On mange beaucoup plus souvent dans la journée. Je suis à 5 repas par jour. Tu veux manger telle et telle quantité, etc. J'ai regardé, j'ai dit, tu veux que je devienne obèse dans 2 mois ou comment ça se passe ? Vraiment, ça a été mon premier réflexe. Et en fait, au bout de 2 mois, c'est simple. J'avais le même poids. J'avais perdu 3% de masse grasse. Et l'anecdote que je voulais donner, qui est complètement dingue, alors il y en a qui sont fans de sucreries, pas moi, mais j'avais un patch de glycémie, c'était la semaine d'une tête de rivière, et j'étais dans les choux. Enfin, quand je suis fatiguée, je suis souvent en hypo la nuit, et là il me dit, écoute, on va tester quelque chose, t'achètes un paquet de fraises Tagada, et tous les soirs, pendant la semaine de la tête de rivière, t'en manges. Donc, pendant une semaine de compétition, tous les soirs à 21h, je mangeais des bonbons.
Enfin, ça paraît complètement dingue. Enfin, moi, au début, j'ai rigolé, j'ai dit, bon, on va essayer, on verra. Et ben, n'empêche que les bonbons le soir, quand je suis en difficulté au niveau de la glycémie, c'est un petit miracle. Je dis pas qu'il faut en manger tous les soirs, etc. Et voilà. Faut faire attention. Mais voilà, on a chacun des spécificités. Et moi, on m'aurait dit ça il y a 3-4 ans, j'aurais pas accepté, en fait. J'aurais pas accepté par la peur de voir un poids sur la balance, par la peur que mon corps change, par la peur d'être jugé que. Alors que maintenant, je sors des pontons au championnat du monde, on me tend un paquet de M&M's. Ça paraît... Enfin, j'ai une photo, je suis morte de rire à chaque fois que je la vois. Alors justement, pour rebondir, c'est quoi ton plat préféré ? Ah, c'est les sushis. Les sushis. C'est assez rapide comme réponse, j'adore les sushis. Après, globalement, il n'y a pas beaucoup d'aliments que j'aime pas. Ils se comptent sur les doigts d'une main, je les connais par cœur. Et non, je suis une bonne mangeuse, j'aime bien les bonnes choses. Le plat que tu cuisines le mieux ? Qu'est-ce que je fais souvent ? Les cordons bleus maison. Ah, sympa. Ça, c'est sympatoche. C'est petite recette. C'est ma sœur qui avait trouvé la recette. même pas Instagram. C'est ma sœur qui avait trouvé la recette pendant le confinement. Et en fait, c'est tellement meilleur. Ou sinon, cuisiner les bonnes viandes ou les bons légumes de mon papy. Ça, c'est le kiff. Voilà, entièrement d'accord. T'es plutôt série ou télé ou bouquin, du coup ? Peut-être plutôt bouquin ces derniers temps ? Ouais, alors bouquin ces derniers temps. Ça fait très très longtemps que j'ai pas allumé Netflix ou la télé. Dans la vie de tous les jours, je suis vraiment plus série. Après, j'aime bien, moi, le bon basique du NCIS. Ça, c'est le truc incollable. J'adore. Il peut y avoir un épisode à la télé, je le regarderai. Depuis juin, j'ai pas regardé de série quand même. Je suis accro à mon livre et à ma liseuse. Et alors, justement, ton livre préféré ? Oula, je sais pas, j'en ai tellement mangé ces derniers temps que j'ai envie de dire qu'il y en a énormément. Et je me souviens pas de tous les titres, c'est terrible. Avec Margot, des fois, on dit, mais t'as lu celui-là ? On dit, mais en fait, je sais pas trop. Après, j'aime bien les livres quand même qui ont des sujets un petit peu... ça peut paraître basique, mais avec un peu de l'actualité. Par exemple, le fait justement un peu la grossophobie, le harcèlement scolaire, harcèlement sexuel, toutes ces choses-là où en fait, on s'en rend pas forcément compte. Et des fois, on peut faire des réflexions ou des remarques et en fait, on s'en rend pas compte, mais la personne va mal le prendre. Et du coup, lire des livres où il y a quand même un petit sujet comme ça derrière, c'est quand même un truc que j'aime bien parce que ça permet de remettre un peu les idées en place et de se dire il y a des choses qu'on ne doit pas accepter et être plus apte à justement quand tu les vois dire bah non, là c'est juste pas possible quoi. Dernière question, comment tu trouves les combis et les ensembles de Paris 2024 ? Vintage. La combi, moi je l'ai pas essayé personnellement. C'est original. Je m'attendais pas spécialement à ce type de collection là. Après il y en a qui critiquent, il y en a qui aiment bien. J'ai envie de dire, je pense qu'ils ont fait de leur mieux globalement. Moi j'ai qu'une envie, c'est juste de porter ces couleurs et de représenter la France, de représenter mon club, de représenter la France quoi, clairement. Et non, je trouve que c'est cool, ça change. L'équipement de Tokyo était aussi très très sympa, un peu plus basique. Mais très différent et non, moi je trouve ça cool. Après on n'a pas vu toute la collection à 100%, mais je suis sûre qu'ils sont tués à la tâche et que ce sera grandiose. On va bientôt conclure du coup Emma, juste une petite question-réponse du tac au tac comme ça, si tu devais répondre par oui ou par non, okay. Comment tu vois Paris 2024 ? Comme un enjeu énorme ? Oui. Stressant ? Oui. Un entraînement comme un autre ? Oui. Un tremplin vers une grande carrière internationale ? J'espère. T'aimes pas le plan d'eau de Vers-sur-Marne ? Si, je l'aime bien. Bon, il y en a certains qui vont me détester, mais si, c'est un plan d'eau comme un autre. Il y a du vent, il y a des intempéries, mais ça reste un 2000 mètres. Ça marche. Bon, on a bien compris. Du coup, tu fais des études, tu performes, tu as un boulot. Du coup, il manque plus qu'une médaille. Ouais, ça serait pas mal, une petite médaille bien lourde autour du cou, ça serait vraiment le top. Avec un bout de Tour Eiffel. C'est ça, avec un bout de Tour Eiffel. Un bout de Tour Eiffel ou n'importe quelle médaille, peu importe. J'ai envie de dire, il y a aussi la médaille de la fierté, du plaisir, de plein de choses. Donc non, j'espère que ça va être grandiose et que beaucoup de monde va partager cette expérience avec nous. Top, et on te le souhaite en tout cas, ça sera le mot de la fin. C'était vraiment super sympa de te rencontrer, merci. Merci à toi, c'était un plaisir. À bientôt. Sur les bassins peut-être. Sur les bassins. Merci, si ce nouveau podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. Pour retrouver toutes les infos sur l'Aviron, lisez-nous, écoutez-nous et regardez-nous via le site ou les réseaux du Magaviron. Paris 2024 se rapproche. Le stress aussi petit à petit pour Emma Lunati, confiante et concentrée déjà sur l'échéance.